J'ai gelé tous tes comptes. Tu es revenu de l'armée mentalement instable et folle. Alors, la famille va vendre ta maison. Le ton glacial de mon père, David, a résonné à travers le téléphone, exactement au moment où ma carte a été refusée pour un simple café à 4,50 €. À travers l'écouteur, le rire moqueur de ma petite sœur suintait. Sois juste une gentille fille. Tends la main pour me demander de l'argent, et ne fais pas d'esclandre. Moi, une capitaine de l'US Navy, qui venait de survivre à un déploiement exténuant de 9 mois en mer, j'étais en train d'être dépouillé de mes biens et de mon honneur par ma propre chair et mon propre sang. Ils avaient utilisé une procuration temporaire pour me transformer en distributeur automatique. Siphonnant ainsi les économies de toute ma vie, pour nourrir une fille cadette parasite. Mais ils avaient oublié à qui ils s'attaquaient. Je n'ai même pas pris la peine de discuter. J'ai froidement raccroché le téléphone, j'ai enfilé mon uniforme de capitaine, et j'ai marché droit vers le corps du juge-avocat général, JAG, de la Navy. Et exactement 2 heures plus tard, l'écran de mon téléphone s'est mis à clignoter violemment. 57 appels en absence de mon père, harmonisés avec les sirènes hurlantes d'une descente du FBI. Avant de vous révéler comment mes propres parents m'ont poussé à déclencher ce raid du FBI, prenez un moment pour aimer et vous abonner à cette chaîne. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, et quelle heure il est chez vous. Parce que ce niveau de trahison, c'est quelque chose que personne ne devrait jamais affronter seul. Je venais tout juste de rentrer d'un déploiement brutal de 9 mois. Je ne cherchais rien d'autre que le confort tranquille de la maison que je partageais avec feu mon mari, Arthur. 9 mois d'uniformes incrustés de sel, de vapeur de diesel, et du bourdonnement constant et profond des moteurs à turbine sous mes pieds. La maison d'Arthur était la seule encre qu'il me restait. Le seul endroit où sa mémoire vivait encore, dans le grincement du plancher et la légère trace de son eau de Cologne sur les rideaux de la chambre. Mais cette paix n'était qu'un mensonge. Le cauchemar a commencé au café de la base, lorsque ma carte de crédit militaire a été refusée pour une simple tasse de café noir. J'ai immédiatement conduit jusqu'à la coopérative de crédit militaire, mon instinct me hurlant que quelque chose n'allait fondamentalement pas. L'air dans le bureau du directeur de l'agence, Marcus Thorne, était inhabituellement lourd. Il empestait le nettoyant pour sol stérile et les mauvaises nouvelles inexprimées. Marcus, un homme qui m'accueillait d'habitude avec un salut sec et une poignée de main ferme, était assis derrière son bureau. Il me regardait avec une pitié écœurante, que je méprisais absolument. Il a ajusté ses lunettes. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'il affichait mon dossier financier classifié sur l'écran lumineux. Ses yeux fuyaient nerveusement l'écran, refusant de croiser les miens. Il s'est raclé la gorge 2 fois avant même de pouvoir commencer à parler. Et le son a paru bien trop fort, dans le silence étouffant de cette petite pièce stérile. Capitaine Scott, votre adresse postale, vos relevés bancaires, et toutes vos coordonnées ont été modifiées la semaine dernière. L'intégralité de votre salaire et de vos avantages militaires a été configurée pour être transférée automatiquement sur le compte de votre sœur, Jessica. Je n'ai pas scié. Je n'ai pas changé d'appui. Je suis resté assise dans cette chaise en cuir rigide, et j'ai fixé l'écran. Ces mots étaient en train de creuser lentement un canyon de trahison, droit à travers ma poitrine. 20 ans de solde de combat. Chaque prime de risque que j'avais gagnée en esquivant des tirs hostiles dans le golfe Persique. L'indemnité de décès d'Arthur, versée parce que mon mari était rentré à la maison dans une boîte drapée de la bannière étoilée. Tout cela, chaque centime, avait été détourné. Rerouté vers une femme de 32 ans qui se qualifiait fièrement d'entrepreneuse de start-up, mais qui passait ses journées à dormir jusqu'à midi et à vider tous les portefeuilles à sa portée. Ma mâchoire s'est serrée si fort que mes dents m'ont fait mal. Mais j'ai gardé une posture rigoureusement droite, verrouillant mes muscles en place. Transféré automatiquement à ma sœur. Un parasite de 32 ans qui se targuait d'être une entrepreneuse, mais qui n'avait jamais dégagé le moindre bénéfice d'une seule entreprise, de toute sa vie choyée. Avant même que mon cerveau ne puisse commencer à traiter l'audace pure de cette humiliation, l'agent fédéral Sarah Jenkins est entrée dans le bureau. Sa démarche était déterminée, son expression illisible. Elle a posé un épais dossier du JAG estampillé de rouge sur le bureau en verre, avec un bruit sourd et lourd. Le pot à crayon a tremblé, et Marcus a sursauté sur sa chaise. Elle a expliqué méthodiquement que mon père et ma mère ne s'étaient pas contentés de rediriger mes dépôts directs. Ils avaient activement déposé une prolongation permanente de procuration médicale, auprès du greffe du comté, 3 jours après le début de mon déploiement. Alors que j'étais déjà en mer,
et totalement injoignable. J'ai baissé les yeux vers la pile de documents qu'elle a poussée vers mon côté du bureau. En noir sur blanc, mes parents affirmaient légalement que je cédais volontairement l'intégralité de mes biens. La cause invoquée ? Une grave instabilité psychologique, provoquée par un traumatisme lié au combat, et un deuil compliqué suite au décès de mon conjoint. Ils effaçaient légalement ma santé mentale. Ils utilisaient agressivement mon exigeant service militaire et la mort d'Arthur comme une excuse, pour m'étiqueter officiellement comme folle et me dépouiller de mon autonomie. Ils y avaient joint une lettre, soi-disant écrite par moi, les suppliant d'en prendre le contrôle parce que je ne pouvais plus fonctionner. Je n'avais jamais écrit cette lettre. Je ne l'avais jamais vue de ma vie. J'ai ramassé le document principal. Mes gants en cuir ont légèrement craqué sous la pression. La signature au bas de la page était une réplique quasi parfaite de ma propre écriture. Une falsification si précise, qu'elle avait trompé le notaire et tous les employés qui l'avaient traité. Un frisson glacial et paralysant m'a parcouru l'échine. Il ne faisait pas que me voler mon argent. Il tentait de me dépouiller de mes droits de citoyenne, de mon grade militaire, et de ma dignité humaine la plus fondamentale. J'ai agressivement forcé ma respiration à adopter un rythme tactique. Inspirer pendant 4 secondes, bloquer pendant 4, expirer pendant 4, bloquer pendant 4. La panique était exactement ce dont ils avaient besoin dans mon dossier, pour prouver leur fausse allégation de SSPT, syndrome de stress post-traumatique, au gouvernement fédéral. Une seule explosion de ma part, une voix élevée, un poing frappé sur la table, et tout leur récit serait validé. Marcus a baissé les yeux sur son clavier, totalement incapable de soutenir mon regard intense. Il a ajouté doucement, presque en s'excusant, « Votre limite de dépenses actuelle a été réduite à seulement 500 € par mois. » La pitié dans son ton m'a retourné l'estomac si violemment, que j'ai senti le goût de la bile. J'avais commandé des centaines de marins à travers les typhons les plus violents et les plus impitoyables de l'océan Pacifique. Prenant des décisions de vie ou de mort en une fraction de seconde, pendant que l'eau s'écrasait sur la passerelle et que les alarmes hurlaient à 80 décibels. Maintenant, mes parents venaient de me réduire légalement à l'état de bambin à charge, ayant besoin d'une maigre allocation mensuelle. Ils ne voyaient pas une vétérane de la Navy hautement décorée, qui avait mérité chaque ruban sur sa poitrine par son sang et son service. Ils voyaient une mine d'or sans fond. Un actif sans vie, destiné à financer la vanité et la paresse de ma sœur. Chaque sacrifice atroce que j'avais fait au cours des 20 dernières années. Chaque déploiement terrifiant où j'avais embrassé Arthur pour lui dire au revoir, sachant que ce serait peut-être la dernière fois. Chaque nuit solitaire à fixer l'océan noir et à prier pour rentrer vivante. Tout cela était canalisé directement vers les sacs de shopping de luxe de ma sœur, et ses projets commerciaux ratés. Mon père et ma mère m'avaient froidement désigné comme l'agneau sacrificiel, pour protéger leur enfant chéri. J'ai catégoriquement refusé de pleurer. Les larmes sont un luxe qu'un officier commandant ne peut se permettre lorsqu'il est entouré d'ennemis. Même si ses ennemis se trouvent partager son ADN. J'ai fait glisser le document falsifié sur le bureau en verre, d'une main ferme et inébranlable. J'ai regardé l'agent Sarah Jenkins droit dans les yeux. Ma voix, complètement dénuée du moindre tremblement émotionnel, a tranché le lourd silence de la pièce comme un scalpel chirurgical. Je n'ai jamais signé cette prolongation. Ceci est une contrefaçon. À l'instant même où ces mots ont franchi mes lèvres, la douleur atroce et étouffante de la trahison familiale s'est transformée en quelque chose de bien plus dangereux. Elle s'est cristallisée en une fureur froide et noire, qui s'est installée dans mes os comme du béton. J'ai réalisé à cette seconde précise, que ma mère et mon père étaient morts pour moi. Les personnes qui m'avaient élevé, qui avaient préparé mes déjeuners pour l'école, qui m'avaient conduite à mes entraînements de natation, et qui m'avaient fait signe au revoir au bureau de recrutement il y a 20 ans. Ces personnes avaient disparu. Elles étaient définitivement remplacées par des vautours opportunistes. Des vautours se nourrissant de mon deuil, et exploitant la confiance que je plaçais en eux avant chaque déploiement. Je me suis levé de mon fauteuil en cuir. J'ai réajusté sèchement le col de mon uniforme, jusqu'à ce que l'insigne de l'aigle repose parfaitement contre ma gorge. Puis, j'ai adressé à Sarah un signe de tête bref et autoritaire. La guerre silencieuse avait officiellement commencé. Ce soir-là, les ombres étirées de ma maison vide menaçaient de m'engloutir tout entière. Chaque recoin de cette propriété avait été acheté et payé avec l'assurance vie d'Arthur. Le prix du sang, au sens propre du terme. Le sang d'un héros tombé, mort en servant son pays lors d'une opération classifiée dans le Golfe Persique. Ils ne m'ont jamais dit exactement comment c'était arrivé.
Classifié. Tout ce que j'ai eu, c'est un amiral 2 étoiles debout sur mon Porsche à 6 heures du matin. Un drapeau plié, pressé contre sa poitrine. Et ces mots que chaque conjoint de militaire prie pour ne jamais entendre. Sergent de première classe Arthur Scott. Tué au combat. On m'a remis une médaille dans une boîte en velours, et un chèque du gouvernement. C'était censé représenter les 29 années de la vie d'un homme. Son rire. Ses mains fermes. La façon dont il m'appelait capitaine, avant même que je n'obtienne le grade, juste parce qu'il croyait que j'y arriverais. Cet argent a acheté cette maison. Le sang d'Arthur était dans chaque brique, chaque poutre, chaque lame de parquet qui grinçait sous mes pieds. Je suis resté immobile près de la froide cheminée en briques. Le silence étouffant du salon pesait lourdement sur mes tympans. Les lunettes de lecture d'Arthur reposaient toujours sur la petite table, là où il les avait laissées avant son dernier déploiement. Sa chemise en flanelle préférée pendait toujours au crochet, près de la porte arrière. J'ai tendu la main et j'ai pris ses plaques d'identité militaire en métal glacial sur la cheminée. Je les ai serrées dans mon poing, jusqu'à ce que les bords métalliques tranchants m'entaillent douloureusement la peau. Du sang chaud a suinté entre mes doigts, et a coulé sur la trempière. Chaque goutte était un petit rappel cuisant que j'étais toujours en vie. Toujours debout. Toujours capable de ressentir autre chose, que cet engourdissement que ma famille essayait de m'imposer. La douleur physique ancrait mon esprit à la réalité. Elle m'empêchait de sombrer dans les ténèbres qu'il tentait de fabriquer autour de moi. Je ne pouvais pas laisser mon père profaner l'héritage sacré d'Arthur. Mon sang bouillait, consumé par l'envie violente et écrasante de rouler droit chez mes parents. D'arracher la porte d'entrée de ces gonds, et d'exiger qu'ils me rendent tout ce qu'ils m'avaient volé. Mais mon entraînement a pris le dessus. Avec la force d'un ordre aboyé sur un pont d'envol. La force brute permet de remporter des escarmouches mineures, pas des guerres massives. Le lendemain matin, j'ai complètement contourné ma famille et j'ai marché directement vers le quartier général du JAG de la Navy, pour y rencontrer le capitaine Robert Vance. Les lourdes portes en chêne, si imposantes, du tribunal militaire m'ont paru être un refuge, bien plus sûr que la maison de mon enfance ne l'avait jamais été. Les sols polis, l'odeur forte du cuir et de la cire pour bois, l'autorité tranquille qui irradiait de chaque mur. C'était ça, ma véritable maison. C'était l'endroit où l'on gagnait le respect par le mérite, et non par la manipulation des liens du sang. Je me suis assise, rigide, en face de Robert. Je lui ai livré mon rapport de situation avec le détachement froid et mécanique d'un briefing de champ de bataille. J'ai détaillé la contrefaçon médicale, l'hémorragie financière massive, la signature falsifiée, et la cupidité narquoise et sans borne de ma sœur. Robert n'a offert ni condoléances creuses, ni pitié condescendante. Il s'est contenté de tapoter son stylo en argent en rythme, contre son bureau en acajou poli. Un sourire froid et calculateur s'est dessiné sur son visage buriné et marqué de cicatrices. C'était un sniper juridique. Un homme qui démantelait des carrières et des empires criminels pour gagner sa vie. Et on venait de lui offrir un environnement riche en cibles. Il s'est penché en avant, posant ses coudes sur le bureau, et a verrouillé son regard perçant directement sur le mien. Il savait exactement ce que mes instincts de combat me hurlaient de faire. Attaquer, confronter, réduire leurs mensonges en cendres. Et il était là pour contrecarrer systématiquement ces instincts, avec une stratégie bien supérieure. L'ennemi est toujours plus négligent lorsqu'il pense que sa proie est déjà brisée, Teresa, a-t-il murmuré. Sa voix était empreinte d'une précision létale et absolue. Je me suis penché en avant dans ma chaise. Le commandant tactique en moi exigeait agressivement une action immédiate et décisive. Je voulais geler les comptes bancaires à la seconde même, les empêcher d'accéder au patrimoine, et les faire arrêter pour fraude fédérale avant le coucher du soleil. Mais Robert a immédiatement levé la main, m'arrêtant net dans mon élan. Ses doigts marqués par les cicatrices étaient fermes. Son expression était taillée dans le granit. Ne les affrontez pas. Toute colère de votre part en ce moment, sera utilisée comme preuve. Cela consolidera leur affirmation selon laquelle vous souffrez de SSPT et êtes incontrôlable. Il s'est penché un peu plus. Il a baissé la voix pour adopter un murmure dangereux et conspirateur, qui portait à peine de l'autre côté du bureau en acajou. Laissez-les continuer à puiser. Nous avons besoin qu'ils laissent suffisamment de traces, pour construire un dossier de preuves en béton armé qu'ils ne pourront pas nier. Il m'a averti brutalement que si je ripostais maintenant, ils utiliseraient simplement leur fausse procuration médicale pour m'interner de force.
dans un service psychiatrique privé, en moins de 48 heures. Il s'empresserait de me dépouiller de mon grade militaire, de détruire ma dignité, et de me retirer définitivement ma liberté. Le tribunal se rangerait du côté des parents inquiets d'une vétérane supposément instable. Je devais les laisser croire qu'ils gagnaient. Je devais faire en sorte que la corde qu'ils nouaient autour de mon cou devienne celle qui se resserrait autour du leur. La cruauté brillante et atroce de sa stratégie s'est abattue sur moi comme de l'eau glacée. Si je me défendais maintenant, j'étais une vétérane folle et déséquilibrée faisant un épisode de violence. C'est exactement ce qu'ils prétendaient sur papier. Si je faisais la morte, ils finiraient inévitablement par se pendre avec leur propre cupidité insatiable et arrogante. Chaque euro qu'ils volaient était un chef d'inculpation supplémentaire sur un acte d'accusation fédéral. Chaque document falsifié représentait une année de plus, dans un pénitencier fédéral. Robert a fait glisser un petit appareil d'enregistrement crypté sur le bureau, dans ma direction. Il voulait que j'enregistre chaque conversation, chaque mensonge, chaque parole condescendante que ma famille prononcerait en ma présence. Il voulait des horodatages, des lieux, et du contexte. Il voulait construire une forteresse pour l'accusation, entièrement bâtie avec leur propre voix et leur propre avidité. J'ai hoché la tête lentement. J'ai glissé mes lunettes d'aviateur sombres sur mon visage, pour cacher la lueur prédatrice et violente dans mes yeux. J'allais devenir très exactement ce que ma mère et mon père voulaient, la fille brisée, déprimée et incompétente, incapable de fonctionner dans la vie civile. Je traînerais les pieds. J'éviterais le contact visuel. Je laisserais ma voix chevroter et mes mains trembler quand ils s'adresseraient à moi. Et je les laisserais se gaver sur mes comptes bancaires, totalement inconscient que le banquet était lourdement piégé par les fédéraux. Je me suis levé. J'ai adressé à Robert un salut sec et parfaitement exécuté. Il me l'a rendu avec la gravité d'un homme envoyant un soldat loin derrière les lignes ennemies. Je n'étais plus une victime pleurant sur son argent volé dans l'obscurité. J'étais un commandant tendant une immense embuscade invisible à sa propre famille. Pendant les 3 semaines suivantes, je me suis forcé à vivre à l'intérieur d'une pièce de théâtre étouffante et d'une douceur écœurante. Une pièce orchestrée par les personnes qui étaient censées m'aimer. Mon père s'asseyait fréquemment sur mon porche, sirotant confortablement mon scotch hors de prix. La bouteille qu'il avait prise dans mon armoire à liqueur sans demander. Il portait son masque parfaitement répété de profonde sollicitude paternelle. Il me tapotait l'épaule, avec une fausse chaleur qui me donnait la chair de poule sous ma chemise en coton. Ma fille, tu as tant sacrifié. Repose-toi. Laisse la famille gérer les finances. Tu es vulnérable. C'est si facile de se faire arnaquer de nos jours, disait-il. Sa voix était empesée de tendresse préfabriquée, tandis que ses yeux évaluaient la valeur marchande des meubles de mon salon. Pendant ce temps, ma mère apportait de lourdes boîtes en plastique remplies de soupe au poulet faite maison. Elle me frottait le dos avec une fausse compassion, pendant que ses yeux surveillaient secrètement mon courrier entrant, empilé sur le comptoir de la cuisine. Elle cherchait des relevés bancaires. Elle pensait qu'elle avait peut-être raté un compte, qu'elle n'avait pas encore vidé. Sous la table de la salle à manger, mon pouce cherchait activement le bouton d'enregistrement sur mon téléphone dissimulé. Je capturais chaque parole toxique et condescendante qu'il prononçait, avec un son numérique d'une clarté cristalline. J'ai joué la soldate brisée à la perfection. Ravalant mon profond dégoût à chaque fois que ma mère m'embrassait le front avec ses lèvres menteuses. Celle-là même qui avait déclaré au notaire que j'étais mentalement incapable. J'ai tenu mon rôle sans la moindre fissure dans la façade. Je voûtais les épaules, j'évitais le contact visuel direct, et j'agissais comme si j'étais totalement terrifié par le monde extérieur. Un après-midi, j'ai délibérément testé leur emprise. J'ai timidement demandé 800 € de mon propre argent, pour réparer la transmission défaillante de ma vieille Jeep. Ma sœur a ricané instantanément. Elle a levé les yeux au ciel avec une exaspération exagérée, tout en faisant défiler l'écran de son tout nouveau smartphone, acheté entièrement avec mon salaire militaire. Elle a à peine levé les yeux de son écran. Teresa, tu es instable. Conduire en ce moment est beaucoup trop dangereux. C'est mieux si tu restes à la maison. Laisse-moi investir cet argent dans mon nouveau projet. Et quand il fera des bénéfices, je t'achèterai une nouvelle voiture. Son nouveau projet. Le 4e projet foireux de l'année. Les 3 derniers comprenaient, une boutique en ligne avec des stocks invendus qui pourrissaient encore dans des cartons dans son garage, un cabinet de conseil avec 0 client, un site web qui n'avait jamais été mis à jour après la page d'accueil.
Et une combine de crypto-monnaies qui s'était évaporée en 2 semaines. Avec, au passage, 6 000 € de mon argent. Mon père et ma mère ont hoché la tête à l'unisson. Ils ont loué bruyamment sa prétendue sagesse financière. Comme si elle était un prodige de Wall Street, au lieu d'une parasite de 32 ans qui n'avait jamais gagné un seul euro honnêtement de sa vie. J'ai gardé la tête baissée. J'ai fixé d'un regard vide le parquet, jouant le rôle du membre de la fratrie vaincue. Mais sous la table, mes mains se sont serrées en poing si violemment que mes ongles se sont enfoncés profondément dans ma chair. De chaudes gouttes de sang en ont coulé, tombant silencieusement sur mon jean. La véritable profondeur sans fond de leur dépravation m'a frappé exactement 3 jours plus tard. Mon téléphone a vibré dans le silence de mort de l'après-midi. C'était Thomas Riley. Un marine à la retraite, propriétaire de la marina locale. Un homme qui avait servi aux côtés d'Arthur avant son dernier déploiement. Sa voix était grave, totalement dépourvue de ses amabilités habituelles. Teresa, je ne veux pas me mêler des affaires de famille. Mais j'ai vu ton père, David, faire visiter ta maison à des agents immobiliers. Il a dit que tu allais déménager dans un établissement de soins, et que la maison était en vente urgente. L'air a été violemment aspiré de mes poumons. J'ai eu la tête qui tournait, et j'ai dû m'agripper au bord du comptoir de la cuisine pour ne pas tomber. Vendre la maison d'Arthur. La maison où ses bottes trônaient encore près de la porte d'entrée. La maison où sa tasse de café occupait encore sa place sur la 2e étagère. Il prévoyait sérieusement d'effacer le tout dernier souvenir physique de mon mari. Juste pour financer la folie des grandeurs de ma sœur. Il complotait activement pour liquider mon sanctuaire sacré, alors que j'étais encore debout, vivante et respirante à l'intérieur. Je suis resté figé au centre de mon salon. Mes yeux étaient rivés sur les bottes de combat usées d'Arthur. Elles trônaient toujours près de la porte d'entrée. Le cuir craquelé et taché de sel depuis sa dernière mission. La flamme vacillante et fragile de l'amour familial, que j'avais désespérément essayé de protéger malgré les mensonges et les vols, s'est instantanément et définitivement éteinte. Une noirceur froide, absolue et calculatrice l'a totalement remplacée. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Et je n'ai pas renversé les meubles. Je suis simplement allé vers le thermostat, j'ai baissé le chauffage pour l'assortir à la glace qui coulait dans mes veines. Et j'ai vérifié méthodiquement les lourds pênes dormants de mes portes, un par un. Devant. Derrière. Au garage. Au sous-sol. Mon père et ma mère avaient officiellement atteint le point de non-retour. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai accédé au disque dur sécurisé et caché que Robert avait configuré pour moi, et j'ai commencé à télécharger chaque fichier audio enregistré. Chaque conversation. Chaque mensonge. Chaque parole condescendante qu'ils avaient prononcée dans ma cuisine. J'ai verrouillé mes émotions, préparant pleinement ma maison pour une guerre brutale qu'ils ne pouvaient absolument pas imaginer. La suffocation psychologique liée au fait de jouer constamment la victime sans défense commençait à peser lourdement sur mon esprit, de façon indéniable. Un matin, j'ai croisé mon reflet dans le miroir de la salle de bain et j'ai à peine reconnu la femme qui me dévisageait. Ma posture était voûtée, même lorsque j'étais seul. Des cernes sombres s'étaient creusées sous mes yeux. Je commençais à absorber le poison dont il me nourrissait. À me demander si la soldate brisée qu'il décrivait n'était pas en train de devenir réalité. J'avais désespérément besoin d'un air qui ne soit pas vicié par leurs mensonges. J'ai conduit ma Jeep défaillante jusqu'au port naval. Le seul endroit sur Terre où le monde avait encore un sens logique pour moi. L'amiral à la retraite Richard et m'attendait déjà sur les quais. Sa posture était aussi rigide et inflexible que les coques en acier des immenses navires de guerre ancrés juste derrière lui. Il n'a pas posé de questions sur les détails de ma vie personnelle. Un commandant vétéran reconnaît toujours le regard creux et épuisé d'un soldat luttant activement contre un fantôme. Il s'est avancé et a posé une main lourde et burinée sur mon épaule. Sa poigne était ferme et incroyablement rassurante. L'odeur forte du carburant diesel et l'eau salée mordante m'ont enveloppé. Cela m'a offert un contraste pur et revigorant avec le parfum sucré et suffocant que ma mère portait constamment lorsqu'elle venait fouiller dans mon courrier. Le vent fouettait nos visages alors que l'amiral me regardait droit dans les yeux. Il ne m'a pas offert de douce pitié. Il ne m'a pas demandé si je voulais parler de mes sentiments. Il m'a donné un ordre direct. Teresa, je ne sais pas ce que vous endurez, mais rappelez-vous ceci. L'honneur du grade de capitaine sur vos épaules ne vous autorise pas à plier devant l'ennemi. Même si cet ennemi se cache dans votre propre maison.
Ne laissez jamais personne piétiner la fierté d'un soldat. C'était une frappe de précision, directement dans mon âme. Ma colonne vertébrale s'est instinctivement redressée, se verrouillant en position de garde à vous. L'épais brouillard de dépression et de soumission docile que ma famille m'avait violemment imposé s'est complètement évaporé dans la brise marine. Il n'a laissé derrière lui qu'une clarté pure, transformée en arme. J'étais un capitaine de la marine des États-Unis, éprouvé par le feu et le sel. J'avais piloté des destroyers dans des eaux hostiles et j'avais enterré mon mari avec tous les honneurs militaires. Je ne me suis pas recroquevillé. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas craqué. J'étais à peine retourné sur le siège conducteur de ma Jeep, les mots de l'amiral résonnant encore dans mon crâne comme des tirs d'artillerie, quand Robert a envoyé un fichier crypté et sécurisé sur mon téléphone. Le message qui l'accompagnait disait simplement « Cible acquise ». J'ai ouvert la pièce jointe d'un doigt ferme. C'était un email intercepté, envoyé directement par mon père à une agence immobilière prédatrice, connue pour liquider des propriétés rapidement sans poser de questions. J'ai zoomé sur le texte lumineux, les mots se gravant dans mes rétines avec la permanence d'une marque au fer rouge. Faites vite. Elle est instable. Elle ne le sait pas encore. Nous finaliserons la vente de la maison avant même qu'elle ne s'en rende compte. Elle ne le sait pas encore. L'arrogance aveugle et pure de cette déclaration a glacé mon sang. Le mépris absolu de mon intelligence était stupéfiant. Mon père, un cadre d'entreprise à la retraite qui avait passé sa carrière à brasser des papiers dans un bureau climatisé, croyait sincèrement qu'il avait déjoué un capitaine formé au renseignement naval, qui avait passé 2 décennies à déjouer les forces hostiles en plein océan. Il croyait vraiment que je n'étais qu'une marionnette brisée et décervelée, dansant au bout de leur fils. Prête à être jetée à la seconde où ils auraient fini de me ronger jusqu'à l'os. Je n'ai pas supprimé l'email. Je l'ai transféré directement à l'agent Jenkins avec un ordre d'exécution en 2 mots, phase d'exécution. Puis, je l'ai transféré à Robert avec 3 mots, feu vert confirmé. J'ai agressivement tourné la clé de contact. Le rugissement soudain du moteur de la Jeep a déchiré le silence matinal du port comme un cri de guerre. Le moteur, que ma sœur m'avait empêché de réparer avec mon propre argent, me transportait maintenant vers leur destruction totale. J'avais complètement fini de vivre dans le passé. Absolument fini de jouer la victime soumise dans leur drame familial pathétique et pervers. Alors que je conduisais vers ma maison, l'autoroute côtière s'étendant devant moi en une ligne droite et nette, mon esprit a basculé entièrement au présent. La ligne de défense était officiellement et définitivement abandonnée. J'étais maintenant entièrement à l'offensive. Chaque enregistrement que j'avais fait au cours des dernières semaines. Chaque mensonge qu'ils avaient prononcé dans ma cuisine. Chaque tape condescendante sur l'épaule. Chaque euro volé. Tout était chargé dans le barillet. Et maintenant, l'email de mon père avec ses propres empreintes dessus, ses propres mots le condamnant. C'était le dernier clou, indéniable, dans leur cercueil. J'ai agrippé le volant, les jointures d'une blancheur éclatante. Je cartographiais froidement les coordonnées exactes de leur destruction imminente. Robert avait les munitions juridiques. Sarah tenait les mandats fédéraux prêts à l'emploi. Eleanor avait verrouillé mes actifs derrière des murs qu'ils ne pouvaient pas escalader. Le piège était tendu, appâté et prêt à se refermer. Il ne restait plus qu'à inviter la proie à dîner. La chronologie a avancé à une vitesse mortelle et calculée au cours des 2 mois suivants. Je me suis assise dans une salle de conférence stérile et sans fenêtre, avec Eleanor Sterling. C'est une avocate des droits civiques de 55 ans. Les cheveux gris acier tirés en arrière dans un chignon sévère. Et une tolérance absolument nulle pour les abus familiaux. Elle avait passé 30 ans à démanteler des tutelles abusives et des curatelles prédatrices dans 3 États. Elle a pris mon cas avec la férocité froide d'un chirurgien qui ampute une tumeur. Pendant que mon père et ma mère pensaient contrôler entièrement chaque aspect de ma vie, Eleanor et moi construisions discrètement d'invisibles clôtures électriques à haute tension, tout autour de ma véritable richesse. Nous avons légalement verrouillé chaque pension militaire cachée, chaque actif offshore et chaque police d'assurance vie que mes parents n'avaient pas encore découvert. Et ce, parce qu'ils n'étaient pas explicitement énumérés dans la procuration falsifiée d'origine. J'étais en train de transformer activement mon portefeuille financier en un champ de mine létale. Je sécurisais systématiquement le périmètre avant l'assaut principal. Chaque signature que j'ai apposée était précise. Chaque document a été notarié dans le secret le plus absolu, pour m'assurer qu'il ne pourrait plus toucher un seul centime.
Les dommages collatéraux atroces de cette guerre de l'ombre m'ont frappé ce week-end-là. La fille de 10 ans de ma sœur, Lily, a traîné son ours en peluche usé dans ma cuisine. Ses petits pas étaient à peine audibles sur le carrelage froid. Elle m'a regardé avec d'immenses yeux terrifiés, serrant son ours sur sa poitrine sur la défensive. Sa lèvre inférieure tremblait et sa voix est sortie, à peine plus forte qu'un murmure. « Tante Teresa, pourquoi grand-père a dit que tu étais folle? Est-ce que tu vas devoir aller à l'asile? » L'air a été violemment expulsé de mes poumons. Je me suis agenouillé sur le sol froid de la cuisine, le carrelage me mordant les genoux, et je l'ai serré fort dans mes bras. Pour la protéger physiquement du poison que sa propre famille lui donnait. Mes bras se sont enroulés autour de sa petite carrure, et je pouvais sentir son cœur battre la chamade contre ma poitrine, comme un oiseau piégé. Ils ne se contentaient pas de me voler mon argent. Ils étaient en train d'assassiner activement ma réputation aux yeux d'une enfant totalement innocente. Ils empoisonnaient sa compréhension du monde, avant même qu'elle ne soit assez grande pour s'y opposer. J'ai caressé ses cheveux, pressant ma joue contre le sommet de sa tête, jurant silencieusement que je détruirais leur empire de mensonges. Ne serait-ce que pour la protéger, elle et son frère Sam, 8 ans, de devenir comme eux. Le lendemain après-midi, ma mère est arrivée pour porter ce qu'elle croyait être le coup de grâce dévastateur. Elle a posé un plateau de pâtisserie fraîche sur le comptoir de ma cuisine, remplissant la pièce d'une odeur de sucre et de beurre qui m'a soulevé l'estomac. Un sourire répété était plaqué sur son visage. Le même sourire qu'elle portait à l'église tous les dimanches. Le même sourire qu'elle arborait devant le notaire lorsqu'elle avait imité ma signature. De son sac à main de créateur hors de prix, acheté entièrement avec mes fonds volés, elle a sorti une brochure haut de gamme sur papier glacé. Elle l'a posée délicatement sur le comptoir, la lissant de ses doigts manucurés. « Teresa, chérie, nous pensons que tu devrais aller ici te reposer un moment. De l'air frais, des médecins pour s'occuper de toi. Tu t'en remettras vite. Je m'occuperai de la maison. » Son ton dégoulinait d'une fausse chaleur maternelle, si épaisse qu'elle en était étouffante. J'ai baissé les yeux sur les photos glacées d'un établissement psychiatrique privé, niché dans la campagne de Virginie. Pelouse bien entretenue, infirmière souriante en blouse pastel. Portail verrouillé déguisé en clôture de jardin décorative, avec du lierre grimpant sur des barbelés. La brochure le décrivait comme une retraite pour les individus souffrant de détresse psychologique aiguë. Un lieu de guérison et de réflexion. Ce que la brochure ne mentionnait pas, c'était la clause d'internement involontaire, enfouie dans les petits caractères. La période d'observation obligatoire de 60 jours, pendant laquelle le tuteur légal du patient, dans ce cas, mes parents, grâce à leur procuration falsifiée, assumerait le contrôle total de toutes les décisions financières et immobilières. C'était un internement psychiatrique involontaire, déguisé en vacances dans un spa de luxe. Une prison légale enveloppée dans des draps parfumés à la lavande. Il voulait m'enfermer dans une chambre capitonnée, me calmer avec des sédatifs pour me rendre docile, et vendre la maison d'Arthur sans aucune interférence légale. Tout cela pendant que je serais assise à baver dans une salle commune à 300 km de là. Les bénéfices seraient partagés entre le fonds de retraite de mon père et la prochaine entreprise vouée à l'échec de ma sœur, avant même que je ne sache que la maison avait disparu. Mes yeux sont devenus aussi perçants et froids qu'une lame de rasoir lorsque j'ai pris la lourde brochure de ses mains. Mais j'ai forcé les muscles de mon visage à afficher un sourire frêle et vaincu. J'ai laissé mes épaules s'affaisser, laissé ma voix se briser avec une fragilité fabriquée de toutes pièces. Je vais y réfléchir, ai-je murmuré, regardant les yeux de ma mère s'illuminer d'un triomphe avide et dégoûtant. Elle est presque sortie en sautillant par la porte d'entrée. Elle écrivait déjà un SMS à mon père avant même d'avoir atteint sa voiture. Dès que ses feux arrière ont disparu au bout de l'allée, la façade pathétique s'est instantanément effondrée. Je suis allé directement dans mon bureau, j'ai fermé la porte, j'ai ouvert mon carnet tactique, et j'ai fait glisser mon stylo sur la page avec une force brutale, à en déchirer le papier. Ils se sont arrogés le droit de dicter ma vie. Le filet est jeté. J'ai pris mon téléphone, ouvert mon application de calendrier, et envoyé une invitation groupée à mes parents et à ma sœur. Samedi soir, chez moi, tenue de soirée exigée. Il était enfin temps de faire un dîner de famille. Si vous avez déjà du sourire malgré la douleur pendant que des proches toxiques complotaient votre chute en pleine face, cliquez sur le bouton j'aime tout de suite. Partagez votre propre histoire de survie dans les commentaires. Parce que retenir ce genre de colère a un prix que nous seuls pouvons comprendre. J'ai organisé le dîner chez moi un samedi soir. Le prétexte que je leur ai donné était simple.
Une réunion de famille tranquille, avant que je ne prenne des décisions majeures concernant mon avenir. Les mots « décision majeure » les faisaient saliver avant même qu'ils ne soient dans la voiture. Mon père, ma mère et ma sœur sont arrivés, sur leur 31. Leurs yeux brillaient presque d'une avidité arrogante et sans retenue. Ma sœur s'était offert une nouvelle manucure et un brushing pour l'occasion. Ses ongles étaient vernis du rouge profond d'une femme qui dépense déjà l'argent qu'elle n'a pas encore volé. Mon père portait son plus beau blazer bleu marine. Celui qu'il réservait pour les réunions du conseil d'administration et les dîners au country club. Il tirait sur les revers avec la suffisance d'un homme convaincu d'avoir déjà gagné. Mais ils n'étaient pas les seuls invités à table. Assis tranquillement parmi eux se trouvaient Robert Vance, Eleanor Sterling, Marcus Thorne, et l'agent Sarah Jenkins. Tous vêtus de tenues civiles décontractées. Ils se faisaient parfaitement passer pour mes fidèles amis de l'armée, venus faire leurs derniers adieux à une vétérane troublée. Ma mère a même offert un verre de vin à Sarah. Totalement ignorante que la femme qui l'acceptait avec un sourire poli avait un insigne fédéral et une arme de poing chargée dissimulée sous son gilet. Le piège était tendu avec précision. Les acteurs fédéraux étaient parfaitement en place, et les cibles avaient volontairement marché droit au centre de l'embuscade. La tension dans la salle à manger était assez épaisse pour s'y étouffer, bien que je sois la seule à la ressentir. Mon père dominait complètement la conversation. Ses yeux parcouraient activement mes meubles anciens et mes œuvres d'art. Il cataloguait mentalement ce qu'il vendrait en premier, au plus offrant. Il a fait un commentaire sur la table de salle à manger en chêne, passant ses doigts le long du grain, calculant déjà sa valeur aux enchères. Ma sœur vérifiait continuellement son téléphone, visiblement irritée que le transfert massif de l'héritage n'ait pas encore eu lieu. Elle tapait agressivement ses ongles manucurés sur le bois. Ma mère s'affairait autour de la table, versant du vin hors de prix d'une bouteille qu'elle avait achetée avec mon salaire volé. Elle jouait avec empressement la gracieuse hôtesse. Dans une maison qu'elle prévoyait de vendre dans mon dos, dès lundi matin. Je suis resté parfaitement immobile en bout de table. À la place qu'occupait Arthur à chaque Thanksgiving, avant d'être déployé pour la dernière fois. Je portais une robe noire élégante et cintrée, qui imitait intentionnellement les lignes strictes d'un uniforme militaire. Ma posture était absolument inébranlable. Mes mains reposaient à plat sur la surface en chêne. La place d'honneur de ma table, dans ma maison, achetée avec le sang de mon mari décédé. Je les ai regardés se gaver de la nourriture que j'avais payée. Boire le vin, acheté avec mon argent. Et planifier le démantèlement final de toute ma vie, sans la moindre once de remords. Ma sœur a même eu l'audace de se plaindre que l'agneau était trop cuit. Repoussant son assiette avec un soupir exagéré. Alors qu'elle était assise sur une chaise qui avait appartenu à l'homme dont la mort finançait ses manucures. Une fois le plat principal desservi, mon père ne pouvait plus contenir son triomphe arrogant. Il s'est levé, tapotant sa cuillère en argent contre son verre de vin en cristal, forçant toute la pièce à un silence d'autocongratulation. Il m'a regardé de haut, avec un sourire d'une bienveillance écœurante, masquant parfaitement sa méchanceté absolue. Il s'est raclé la gorge avec la gravité théâtrale d'un homme qui prononce un discours d'entreprise. Teresa, ma fille, je suis si heureux que tu aies compris que la famille veut toujours ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu as enfin compris que laisser la famille tout gérer est le choix le plus sûr et le plus juste, n'est-ce pas? Le silence qui a suivi son discours était assourdissant. Tous les agents fédéraux sous couverture présents à la table ont subtilement changé de position. Leurs yeux se sont fixés sur moi, attendant mon ordre absolu. La main de Robert s'est déplacée imperceptiblement vers la poche intérieure de sa veste. La posture de Sarah est passée de celle d'une civile détendue à celle d'une agente fédérale prête à bondir, en l'espace d'un seul battement de cœur. Je n'ai pas rompu le contact visuel avec mon père. J'ai lentement et délibérément pris mon verre d'eau. Laissant les glaçons teinter bruyamment contre le bord dans ce silence étouffant. J'ai pris une gorgée lente et calculée, l'eau froide glissant dans ma gorge. Puis, j'ai claqué le lourd verre sur la table en chêne avec un bruit sec et violent. Ma sœur a physiquement sursauté sur sa chaise, et son téléphone lui a glissé des mains. La température dans la pièce a chuté au zéro absolu. J'ai regardé directement à travers la façade victorieuse de mon père. Ma voix résonnant avec l'autorité inébranlable d'un officier commandant qui prononce une sentence de mort. Tu as raison. La famille est le meilleur des gestionnaires. Si c'était une vraie famille. Le sourire complaisant et écœurant sur le visage de mon père a instantanément disparu. Remplacé par un violent tic de confusion totale.
J'ai mis la main sous la table en chêne, où je l'avais fixée des heures plus tôt. J'en ai sorti un énorme dossier classifié du JAG estampillé de rouge, et je l'ai jeté directement au centre de la table. Avec suffisamment de force pour faire trembler chaque assiette et chaque verre à la surface. Le bruit sec et violent a fait tressaillir ma mère. Elle a laissé tomber sa fourchette en argent sur son assiette en porcelaine avec un fracas aigu qui a résonné contre les murs. Je me suis levé, dominant la table. Mon ombre jetant un jugement long et sombre sur chacun d'entre eux. Mais malheureusement, vous n'êtes pas une famille. Vous êtes des voleurs. Ma voix a claqué comme des tirs d'artillerie à travers la salle à manger. J'ai déchiré l'épais dossier, exposant délibérément la procuration falsifiée, les virements bancaires non autorisés, les transcriptions imprimées de chaque conversation que j'avais secrètement enregistrée. Et les emails accablants adressés aux courtiers immobiliers prédateurs. Le volume même des preuves était suffocant. Page après page, leur crime mis à nu sous la chaude lumière du lustre qu'ils prévoyaient de vendre aux enchères. Je n'ai pas reculé. J'ai pris le contrôle de la pièce avec une autorité absolue. J'ai fait un signe de tête tactique et sec à mes alliés. Comme sur des roulettes, Robert, Eleanor, Marcus et Sarah se sont levés. Dans un unisson terrifiant. Leurs chaises ont raclé contre le parquet, un son qui a tranché le silence stupéfait comme une lame. L'illusion d'un dîner amical s'est brisée, complètement et définitivement. Robert a redressé sa posture. Sa voix tonnait avec le poids du tribunal militaire. Je suis le capitaine Robert Vance, avocat du JAG. Sarah a plongé la main dans sa veste et a exhibé son insigne fédéral. Le bouclier doré brillait sous le lustre en cristal. Je suis l'agent fédéral Sarah Jenkins. Le visage de mon père a pris la couleur de la cendre humide. Sa bouche s'est ouverte et fermée sans émettre de son, comme un poisson sorti de l'eau. Ma mère tremblait violemment. Elle agrippait frénétiquement le bord de la table des deux mains, pour éviter de s'effondrer sur le sol. Je les ai regardés de haut, observant leur empire de contrôle faux et arrogant s'effondrer instantanément sous le poids écrasant de l'autorité fédérale. Mais la véritable dévastation n'avait pas encore frappé. J'ai tourné mon regard glacial vers ma sœur, qui cherchait frénétiquement autour de la pièce une sortie qui n'existait pas. Ses mains fraîchement manucurées agrippaient le bord de sa chaise si fort que le vernis rouge craquait contre le bois. L'agent Jenkins s'est avancé avec la démarche délibérée et mesurée d'un prédateur. Elle a sorti un deuxième dossier, plus épais, de sa veste. Et l'a jeté directement sur les genoux de ma sœur. Le ton de Sarah était tranchant comme un rasoir, chaque mot prononcé avec la précision d'un scalpel. Cependant, M et Madame Scott, savez-vous ce que votre précieuse fille a fait? Jessica Scott a secrètement volé les informations de la carte de crédit militaire platine de la capitaine Teresa. Pour accumuler des dettes frauduleuses. Empruntant des dizaines de milliers d'euros. Pour financer ses fêtes somptueuses. Et elle a falsifié vos signatures exactes pour légitimer ses dettes. L'ampleur absolue de la trahison a résonné dans le silence qui a suivi. Pendant 3 longues secondes, personne n'a respiré. L'oxygène a violemment quitté la pièce. Mon père et ma mère se sont tournés lentement, mécaniquement, comme deux personnes qui venaient d'entendre un coup de feu et essayaient de localiser la source de la blessure. Ils ont fixé leur enfant chéri avec une horreur absolue et paralysée. Leur précieuse fille cadette. Le bébé qu'ils avaient dorloté, protégé, financé et vénéré, au détriment de la santé mentale, de la dignité et de l'indépendance financière de leur fille aînée. L'enfant pour laquelle ils avaient commis des crimes fédéraux, falsifié des documents, et tenté de faire interner un officier militaire décoré. Ma sœur s'est éloignée de la table en reculant, renversant sa lourde chaise de salle à manger avec un fracas qui a déchiré le silence comme un os qui se brise. Elle a balbutié des excuses incompréhensibles et pathétiques. Son visage s'était complètement vidé de son sang. Ses mains manucurées s'agrippaient au vide. Elle ne s'était pas contentée de me parasiter. Elle avait activement piégé nos propres parents pour une fraude fédérale massive. Falsifiant leurs signatures sur des documents de prêt et des demandes de crédit qu'ils n'avaient jamais vus. Les enterrant sous des montagnes de dettes dont ils ignoraient même l'existence. Chaque centime qu'ils m'avaient volé, elle le leur avait volé 2 fois plus. Toute l'alliance maléfique a implosé en l'espace de quelques secondes. Détruite non pas par moi. Non pas par le gouvernement fédéral. Mais par leur propre cupidité purulente et sans fond. Elle se dévorait vivante de l'intérieur. Je me suis avancé, irradiant une autorité absolue et intransigeante.
J'ai prononcé les derniers mots, regardant mes parents droit dans les yeux, m'assurant qu'ils entendraient ces mots dans leur cauchemar pour le reste de leur vie. Je ne suis pas folle. Il n'y a pas de traumatisme psychologique. Vous êtes les criminels fédéraux. La pièce a été plongée dans un silence étouffant et paniqué, qui a pesé sur tout le monde comme un poids physique. Mon père s'est lourdement effondré sur sa chaise, cherchant son souffle. Totalement brisé par la réalisation horrifiante de sa ruine fédérale imminente. La faillite. Le casier judiciaire. La destruction complète de chaque lambeau de statut social qu'il avait passé 68 ans à construire. Mais ma mère, s'accrochant désespérément à toute une vie de déni illusoire, a éclaté en sanglots hystériques et haletants. Elle a tendu le bras par-dessus la table. Ses doigts manucurés tremblaient alors qu'elle essayait d'attraper ma main. Ignorant complètement l'agent fédéral debout juste à côté d'elle, comme s'il était invisible. Sa voix s'est brisée, avec un désespoir manipulateur bien rodé. Teresa, je voulais juste aider Jessica à démarrer son entreprise. Tu es la sœur aînée. Tu as plein d'argent. Tu dois céder la place à ta sœur. L'audace pure et absolue de ces paroles a violemment retourné mon estomac. Même en faisant face à des décennies de prison fédérale. Même avec un avocat du JAG et un agent du FBI encadrant sa fille. Elle croyait sincèrement que je n'existais que pour être sacrifié sur l'autel de son plus jeune enfant. C'était sa vérité fondamentale, enfin exposée. Je n'avais jamais été sa fille. J'étais son offrande. J'ai violemment arraché ma main de sa prise toxique. J'ai tourné le dos à ses sanglots pathétiques. Et j'ai marché lentement, délibérément, vers la vitrine en chêne dans le coin de la pièce. Chaque pas résonnait sur le parquet, comme un battement de tambour comptant jusqu'au verdict. J'ai récupéré une lourde boîte en bois, qui contenait les objets les plus sacrés que je possédais. Des objets qui représentaient un sacrifice qu'aucun d'entre eux ne pourrait jamais comprendre. Arthur avait gagné ses médailles lors d'une mission dont aucun d'eux ne connaîtrait jamais l'existence. Dans un pays qu'aucun d'eux ne saurait situer sur une carte. En protégeant une liberté qu'ils tenaient tous pour acquise. Il a quitté notre maison un mardi matin. M'a embrassé sur le pas de la porte. M'a dit qu'il serait de retour dans 6 semaines. Et est rentré à la maison dans une boîte métallique 83 jours plus tard. De retour à la table, j'ai ouvert le couvercle. La doublure en velours était décolorée, désormais usée par les centaines de fois où j'avais ouvert cette boîte. Aux heures sombres de la nuit. Juste pour tenir quelque chose qui portait encore son poids. J'en ai sorti la Purple Hat d'Arthur, et son ultime Medal of Honor. Le métal froid s'est pressé dans ma paume, avec la gravité d'une vie donnée au service d'une nation. Une nation qui incluait ces parasites ingrats, assis à ma table. J'ai claqué les lourdes médailles sur le bois, juste devant mon père. Le son était assourdissant. Un coup de tonnerre de jugement qui a fait taire même les sanglots de ma mère, et fait sauter les couverts sur la nappe. Je me suis penché au-dessus de lui. Assez près pour voir les vaisseaux sanguins éclater dans ses yeux. Mes propres yeux brûlaient d'une haine juste et aveuglante, raffinée par 20 ans de discipline militaire. Les biens que vous essayez de dépecer. La maison que vous prévoyez de vendre. Ont été achetés avec son sang. Et avec sa vie. Mon père a fixé les médailles. Son corps tout entier convulsait, alors que la réalité horrifiante de ses actes l'écrasait enfin de tout son poids impitoyable. La Purple Hat brillait sous le lustre. L'or et le violet accrochant la lumière, avec une beauté presque cruelle. Arthur a saigné pour cette médaille. Arthur est mort seul sur une terre étrangère pour cette médaille. Pendant que cet homme était assis dans son salon climatisé, à regarder le football. Et à comploter pour voler l'argent de l'assurance qui accompagnait le cercueil. Mon père a caché son visage dans ses mains tremblantes, sanglotant de manière incontrôlable. Ses épaules se soulevaient sous la force d'un homme confronté à l'ampleur totale et indéniable de sa propre dépravation. Il n'avait pas seulement volé sa fille. Il avait activement profané le sacrifice d'un héros américain tombé au combat. Un homme qui a tout donné pour que des civils comme mon père puissent vivre librement. Et tout ça, juste pour dorloter une fille cadette paresseuse et parasite, qui n'avait jamais sacrifié une seule chose de toute sa vie choyée. Je me suis penché un peu plus, ma voix chutant en un murmure glacial qui les a transpercés jusqu'à la moelle. Un murmure si bas et si dévastateur que chaque personne dans la pièce a cessé de respirer pour l'entendre. Depuis quand? Depuis quand la fierté d'un soldat vaut-elle moins que la paresse de ma sœur?
Depuis quand les liens du sang sont-ils devenus une excuse légale pour voler? Je n'ai pas attendu de réponse. Je n'en voulais pas. J'ai regardé leurs larmes pathétiques et frénétiques, ne ressentant absolument rien d'autre qu'un dégoût clinique et froid. Mon cœur était une forteresse de glace impénétrable. Forgé par 20 ans de service militaire, et trempé par la perte du seul homme qui m'avait jamais aimé sans condition. Leur remords n'était pas réel. Ils ne pleuraient pas pour ce qu'ils m'avaient fait, ni pour la mémoire d'Arthur. Ils ne pleuraient pas pour la fille qu'ils avaient essayé de faire interner, ni pour le héros sur la tombe duquel ils avaient craché pour le profit. Ils pleuraient uniquement parce qu'ils avaient été pris, et qu'ils avaient définitivement perdu leur vache à lait. Ma mère calculait déjà sa prochaine manipulation. Cherchant déjà les mots qui me feraient fléchir. Je le voyais dans ses yeux. Cette lueur reptilienne et désespérée d'une femme qui avait passé 65 ans à plier les gens à sa volonté avec des larmes et de la culpabilité. J'ai redressé ma posture. Mon visage était totalement dépourvu de toute sympathie. J'ai adressé à l'agent Jenkins un signe de tête sec et décisif. L'ordre silencieux de procéder avec tout le poids des conséquences fédérales. Sarah a accusé réception avec un bref signe de tête, et a commencé à lire ses droits à ma sœur. La cadence formelle et mesurée de la procédure fédérale a remplacé les sanglots désespérés qui remplissaient la pièce. J'ai tourné le dos aux personnes qui avaient été ma famille. J'ai quitté la salle à manger sans un regard en arrière. Et je les ai laissés se noyer dans les décombres dévastateurs de leur propre avidité sans limite. La porte d'entrée s'est fermée derrière moi avec un clic ferme et définitif. L'air de la nuit a frappé mon visage, et pour la première fois depuis des mois, j'ai respiré sans le poids de leurs mensonges pesant sur ma poitrine. Une année entière a passé. La violente tempête s'était complètement calmée. Elle a laissé derrière elle un nouvel ordre mondial permanent et blindé. Avec la montagne absolue de preuves que Robert et Sarah avaient rassemblées. Les conversations enregistrées. Les emails interceptés. Les documents falsifiés. Les demandes de crédit frauduleuses. Les correspondances immobilières accablantes. J'aurais pu facilement envoyer mon père, ma mère et ma sœur dans une prison fédérale pour des décennies. Le dossier faisait 8 cm d'épaisseur. Le procureur fédéral a déclaré que c'était l'un des cas d'abus financiers sur personnes âgées et d'usurpation d'identité les plus évidents qu'elle ait vus en 15 ans. Mais j'ai regardé Lily et Sam, les enfants innocents de ma sœur. Lily, qui traînait toujours cet ours en peluche usé partout où elle allait. Sam, qui avait commencé à dessiner des navires de la marine et à les coller sur le mur de sa chambre, parce qu'il voulait être comme sa tante Teresa. J'ai refusé d'en faire des orphelins. J'ai refusé de laisser 2 autres enfants être détruits par la cupidité et l'égoïsme des adultes qui étaient censés les protéger. Cependant, la miséricorde d'un commandant s'accompagne toujours d'une discipline brutale et inflexible. Je n'ai pas porté d'accusation criminelle. Mais j'ai demandé à Eleanor de créer une fiducie légale incassable. Verrouillée derrière cette couche de protection juridique qu'aucun tribunal du pays ne pourrait dissoudre. J'y ai transféré absolument tous les actifs que je possédais. Chaque centime, chaque propriété, chaque investissement. Et chaque paiement de pension militaire pour le reste de ma vie naturelle. Si je meurs, chaque centime ira immédiatement à des associations caritatives d'anciens combattants, et à un fonds de bourse d'études pour les familles de militaires. Ma famille ne verra plus jamais un seul centime de mon argent. Ni dans cette vie, ni dans aucune autre. J'ai également créé un fonds d'éducation privée séparé pour Lily et Samedi accessible uniquement à leur 18e anniversaire. Contrôlé par Eleanor. Et totalement invisible pour leur mère. Les enfants auraient un avenir. Leur mère n'aurait rien. L'allocation sans fin de ma sœur a été définitivement coupée. Fini les sacs à main de créateurs. Fini les manucures fraîches. Fini les grasses matinées jusqu'à midi sous couvert d'entrepreneuriat. La soi-disant génie des startups a été violemment confrontée à la réalité. Elle a dû accepter un poste de serveuse épuisant, au salaire minimum, dans un dîner sur la route 17. Juste pour se débarrasser des agents fédéraux, et mettre de la nourriture sur la table pour ses enfants. J'ai appris par Thomas Riley, à la marina, qu'elle travaillait de l'équipe du matin, de 5h à 14h. Ses cuticules gercées et ses mains abîmées par l'eau de vaisselle, étaient un rappel permanent du style de vie qu'elle avait détruit avec sa propre cupidité insatiable. Son tout nouveau smartphone avait disparu, remplacé par un téléphone à clapet prépayé. Sa voiture de luxe a été saisie au cours du premier mois. Quant à mes parents, dans les dernières années de leur vie,
au lieu de profiter de la retraite de luxe qu'ils avaient tenté de me voler. Ils ont été contraints d'accepter des postes épuisants et humiliants. Emballeurs de courses à l'économat de la base, et laveurs de sol au centre communautaire. Juste pour garder la tête hors de l'eau. La dette frauduleuse massive que ma sœur avait secrètement accumulée en leur nom. Les cartes de crédit qu'elle avait ouvertes avec leur signature falsifiée. Les prêts qu'elle avait contractés en utilisant leur numéro de sécurité sociale. Tout cela est venu à échéance, avec la précision impitoyable des intérêts composés. Leurs économies de retraite avaient disparu. La valeur nette de leur maison avait disparu. Leur statut social dans la communauté, qu'ils avaient passé des décennies à cultiver, avait disparu. Le parasite avait finalement dévoré les hôtes vivants. Elle les a consumés de l'intérieur. Et je les ai tous laissés à leur sort, sans un regard en arrière. C'était un mardi matin, 7h12. L'air de l'océan était vif, pur et totalement débarrassé de la présence toxique de mon passé. Vêtu de mon uniforme parfaitement repassé, les médailles brillant fièrement sur ma poitrine. Je suis entré dans le café de la base. Le même café où tout ce cauchemar avait commencé. J'ai souri au caissier, le même jeune marin qui avait été témoin de mon humiliation un an plus tôt, et j'ai commandé mon café noir à 4,50 €. J'ai plongé la main dans ma poche, sorti ma carte, et je l'ai fait glisser dans le lecteur. Un léger bip a résonné dans la boutique silencieuse. Approuvé. Pas de refus. Pas d'humiliation. Pas de pitié dans les yeux du caissier. Seulement un salut net et un sourire chaleureux. Seulement la puissance tranquille et indéniable d'une autonomie financière totale et d'un honneur totalement retrouvé. En sortant dans la brillante lumière du matin, le café à la main, la chaleur du gobelet régulière contre ma paume. Je l'ai vu. Mon père. Il portait un uniforme de concierge délavé et taché. 2 tailles trop grand pour sa carrure amaigrie. Il balayait le trottoir de l'autre côté de la rue, face à l'entrée de la base. Son blazer bleu marine avait disparu. Son adhésion au country club avait disparu. Sa poignée de main d'entreprise et sa démarche arrogante en salle de conseil avaient disparu. Il avait 69 ans. Et il poussait un balai sur un trottoir public. Un agresseur financier condamné. Réduit à balayer la poussière des mêmes rues que la base navale de sa fille surplombait. Il a levé les yeux de son balai. Nos regards se sont croisés à 20 mètres de distance, par-dessus le bitume. Son regard était rempli d'un regret sans fond, et d'une révérence absolue. Le regard d'un homme qui comprenait enfin, mais trop tard, le véritable prix de ce qu'il avait détruit. Pas seulement l'argent. Pas seulement son statut juridique. Il avait détruit la seule fille qui se serait occupée de lui dans ses vieux jours. Qui l'aurait conduit à ses rendez-vous médicaux, et se serait assise à son chevet le moment venu. Il avait échangé cette fille contre un parasite, qui était maintenant trop occupé à servir des tables dans un dîner d'autoroute, pour répondre à ses appels. Mais ses pieds sont restés plantés de son côté de la rue. Il n'a pas osé traverser. Il savait que la frontière était permanente. Gravée à l'encre fédérale. Et renforcée par de l'acier militaire, et par la mémoire d'un héros mort dont il avait profané la tombe pour le profit. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas fait de signe de la main. Je lui ai adressé un bref signe de tête militaire de reconnaissance. Le même signe de tête que j'adresserais à un étranger. Je lui ai tourné le dos et j'ai marché vers les quais. Le laissant entièrement dans mon ombre. Les liens du sang ne sont jamais une carte d'immunité pour l'exploitation. L'amour sans respect n'est que de la manipulation. Si vous êtes d'accord que le vrai respect signifie parfois de s'éloigner, et de laisser des proches toxiques faire face à leur propre karma, cliquez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous dès maintenant. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé le courage de faire respecter vos propres limites, car votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre.